tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée sur LCP. Nous sommes le mercredi 14 décembre. Voici les titres. La polémique continue sur la réforme des retraites après les propos tenus par François Hollande lundi matin sur RTL. Il propose un départ à 60 ans pour les jeunes ayant commencé à travailler à 18 ans et ayant tout leur trimestre de cotisation. Une proposition chiffrée à 20 milliards d'euros par la droite et qui a occupé les discussions hier soir du Conseil politique du PS. Baisser les dépenses de campagne électorale en temps de crise, même les hommes politiques doivent montrer l'exemple. Un projet de loi organique est examiné depuis ce matin par la Commission des lois. Il prévoit de limiter le remboursement des dépenses de campagne électorale. On en parle dans un instant avec Régis Joannico, trésorier du Parti socialiste, co-responsable de l'association de financement de la structure de François Hollande. Il est notre invité. Renaud Donnedieu de Vabre déféré devant les juges dans l'affaire Karachi. L'ancien ministre a été placé hier en garde à vue dans le volet financier. Il concerne le financement de la campagne d'Édouard Balladur en 1995. Un broglio au Parti socialiste sur la réforme des retraites. François Hollande a relancé la polémique sur RTL mardi matin en refusant de remettre totalement en cause la réforme du gouvernement Fillon de 2010. Le sujet a largement occupé les discussions du Conseil politique du PS hier soir. Les précisions de Chloé Buffard. C'est une petite phrase qui, 3 jours après, fait encore beaucoup parler. Ceux qui ont commencé leur vie professionnelle à 18 ans, qui ont fait 41 années de cotisation, 42 ans, pourront partir à 60 ans. Ceux qui n'ont pas leur durée de cotisation ne le pourront pas. Après, il y aura une négociation. Parce que de toute manière, il faudra revenir sur la réforme des retraites. S'il est élu, François Hollande s'engage donc à revenir à la retraite à 60 ans que pour certains salariés. La réforme du gouvernement de 2010 ne serait donc que partiellement révisée, car le socialiste ne remettrait pas en cause le passage de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans pour ceux qui n'ont pas suffisamment cotisé. Dans le projet voté en mai dernier, il est écrit « Nous rétablirons l'âge légal de départ à 60 ans et l'âge de départ sans décote à 65 ans. » François Hollande revient-il sur une promesse du parti ? Depuis hier, la droite l'accuse d'avoir menti. Nous avons du mal à suivre la ligne du Parti socialiste pour les retraites. Et hier matin, même en cherchant à camoufler les choses, on l'a compris, M. Hollande a menti, il n'y aura pas le retour à la retraite à 60 ans. Voilà la preuve du mensonge. Son équipe de campagne fait bloc derrière lui tout en évitant soigneusement de parler d'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Il y a eu des primaires citoyennes pendant lesquelles différentes options ont été portées par les candidats. François Hollande a donc remporté les suffrages dans ces primaires citoyennes et par définition, c'est l'option qu'il portait, qu'il représentait, qu'il l'a emporté s'agissant de la réforme des retraites comme d'un certain nombre d'autres sujets. Ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui ont de leur durée de cotisation, ceux-là pourront partir à la retraite à 60 ans comme nous l'avons toujours dit. Et l'ensemble de la réforme de régression sociale qu'a fait la droite sur les retraites sera remise à plat dans le cadre d'une négociation sociale avec tous les partenaires sociaux. Les socialistes renvoient donc à une grande négociation avec les syndicats, un moyen aussi d'éviter de crisper leurs partenaires de gauche comme les communistes. Régis Joannico, bonjour. Vous êtes trésorier du Parti socialiste, député socialiste de la Loire. Mais avant de vous interviewer sur le financement des partis, je voudrais vous demander peut-être une réaction sur les retraites. Vous avez entendu ce sujet. Finalement, peut-on considérer que François Hollande ne remet guère en cause la réforme du gouvernement Fillon? Non, moi j'étais au conseil politique de François Hollande hier soir au Parti socialiste et je l'ai écouté très attentivement. Je crois que sa position est extrêmement claire et d'ailleurs, ce qu'il disait pendant les primaires, il le dit encore aujourd'hui. 3 choses dans ses déclarations. La première, c'est s'il est élu président de la République, il y aura une décision d'application immédiate. Dès mai-juin 2012, ce qu'il s'engage à faire, c'est que ceux qui ont travaillé avant 18 ans ou à 18 ans et qui ont 41 années ou 42 années de cotisation ne partent pas à 62 ans. Mais à 60 ans. Mais à 60 ans. Deuxième Parce chose. que ça, il faut agir rapidement. Deuxième chose, dès l'été 2012, une grande négociation pour parler de la question de l'âge légal de départ à la retraite à taux plein. Parce que le problème, si vous n'avez pas vos annuités et que vous atteignez 60 ans, on va vous appliquer une décote. Et là, il y a un problème, c'est qu'il ne faudrait pas que cette décote
elle fasse qu'on diminue les pensions de retraite de façon importante. Si on veut être de côté, est-ce qu'on a la possibilité de partir à 60 ans ? Il faut en discuter avec les partenaires sociaux, et donc dès l'été 2012... Donc il y a une remise en cause de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Une discussion sur l'âge légal de départ à la retraite avec les partenaires sociaux. Et surtout, la troisième chose qu'on ne commande pas beaucoup ici, c'est la question de la pénibilité au travail. Et c'est là la vraie différence avec aujourd'hui le gouvernement et la droite. Nous ferons un vrai dispositif de pénibilité au travail, et celui-ci sera aussi négocié avec les partenaires sociaux. Aujourd'hui, le gouvernement a prévu un dispositif d'incapacité physique qui touche très très peu de salariés, de 10 à 20 000 chaque année. Ce dispositif de pénibilité. On l'étendra en faisant un vrai dispositif de pénibilité. Plusieurs centaines de milliers de Français qui seront concernés. Il y a 3 millions de Français qui souffrent de pénibilité depuis 15 ans aujourd'hui dans notre pays. Et donc ça sera un vrai dispositif qui permettra aux Français qui ont cette pénibilité de partir à 60 ans. Donc là, on aura beaucoup plus aujourd'hui de possibilités de départ à la retraite à 60 ans. Peut-être un mot sur le chiffrage de la droite. 20 milliards d'euros d'ici 2020. C'est le chiffrage sur l'extension à 18 ans du dispositif carrière longue. Vous avez les mêmes chiffres ? Non, c'est un chiffrage complètement fantaisiste de la part du gouvernement. Quel est votre chiffre ? Ça concerne 60 000 personnes. Donc aujourd'hui, c'est pas la peine d'effrayer les gens en disant que ça coûte 20 milliards. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui coûtera bien moins cher. Combien de milliards selon vous ? Sur la pénibilité, ce que nous avons dit, c'est que c'était, on verra la discussion entre partenaires sociaux, mais un dispositif qui pourrait coûter de l'ordre de 5 milliards d'euros pour la pénibilité. Mais pour le dispositif carrière longue, à 18 ans c'est pas 20 milliards d'euros, c'est clair. Vous restez avec nous, Régis Juanico. Je vous propose à présent d'écouter cette petite phrase de Laurent Fabius. Tout à l'heure, invité de Questions d'info sur LCP, le député socialiste de Seine-Maritime, ancien Premier ministre, a estimé que François Hollande aurait dû être consulté par Nicolas Sarkozy sur les dossiers importants. On l'écoute. Je trouve un petit peu léger que le président de la République s'engage sans qu'il y ait des consultations. Après, il fait ce qu'il veut. Vous pensez qu'il devrait recevoir François Hollande pour parler avec lui l'avenir ? C'est tout à fait normal. Mais ça, vous le demandez aujourd'hui, ça ? Dans toute démocratie, ça se fait. Non, mais vous le demandez ? Mais sur les grands sujets, ça se fait ? Bien sûr, sur les grands sujets, on n'est pas en guerre civile. Question d'info qui sera diffusée ce soir à 19h30 sur LCP. De la rigueur, encore de la rigueur. Les hommes politiques vont devoir se serrer la ceinture. Un projet de loi organique relatif au moindre remboursement des dépenses de campagne électorale est examiné depuis ce matin par la commission des lois. Le texte sera débattu lundi prochain dans l'hémicycle. Les précisions de Jérémy Hartmann. Louer le Zénith pour un meeting, un local pour le QG de campagne ou encore préparer un déplacement en région. Pour chaque candidat, le coût d'une campagne présidentielle peut très vite exploser. Mais la loi fixe un plafond de dépenses à ne pas dépasser. 16 800 000 euros pour les candidats qui s'arrêtent au premier tour, 22 500 000 euros pour les deux finalistes. Plusieurs mois après l'élection, l'État reverse aux candidats une partie de ces plafonds. Mais l'heure est à la rigueur. Un projet de loi du gouvernement prévoit de réduire les taux de remboursement. Les candidats ayant obtenu moins de 5% des voix se verront rembourser 4,75% du plafond, au lieu de 5% jusqu'à maintenant, soit 800 000 euros. Pour ceux ayant dépassé les 5% des suffrages, 47,5% du plafond leur sera reversé, au lieu de 50% aujourd'hui, c'est-à-dire 8 millions d'euros s'ils s'arrêtent au premier tour et 10 700 000 euros s'ils atteignent le second tour. Mais ces mesures ne feront pas faire beaucoup d'économies à l'État. Elles devraient lui rapporter moins de 3 700 000 euros. Régis Juanico, je le disais tout à l'heure, vous êtes trésorier du Parti socialiste, mais également co-responsable de l'association de financement de la structure de François Hollande pour la campagne électorale. Est-ce que vous êtes favorable à ce projet de loi ? On n'est pas défavorable à ce projet de loi. Je veux simplement souligner que François Fillon, quand il a fait ses annonces de plan de rigueur, il a annoncé deux choses. Un coup de rabot de 5% sur les dotations publiques aux partis politiques, sur le financement des partis politiques. Ça va coûter en 2012, par exemple, 1 million d'euros en moins pour le Parti socialiste, dont je suis le trésorier, mais 1,7 million d'euros en moins pour l'UMP. Bon. C'est dans le projet de loi de finances. Un coup de rabot supplémentaire de 5% pour le taux de remboursement sur les dépenses des campagnes électorales. Comme ça a très bien été dit dans votre sujet, l'économie qui va être réalisée est de l'ordre de 3 à 3,5 millions d'euros. Je lui dis ça parce que François Fillon, il s'est bien abstenu de proposer un coup de rabot sur les rémunérations des ministres de son gouvernement,
de sa rémunération ou de celle du président de la République, qui pourtant, toutes ces rémunérations-là, avaient augmenté significativement. Ça n'a pas grand-chose à voir. Ah si, parce qu'on ne peut pas dire c'est la rigueur pour les partis politiques ou pour les candidats, et puis en même temps dire... Les campagnes électorales coûtent très cher. Est-ce que... Non. Combien va coûter celle de François Hollande? À peu près un peu plus de 20 millions d'euros. Bien évidemment. Donc, le total, les dépenses de campagnes électorales, ça a été de 45 millions d'euros en 2007 pour l'élection présidentielle. Ça fait à peu près un quart de tout ce qu'a coûté l'organisation de la campagne présidentielle. Parce qu'il faut imprimer des bulletins, il faut envoyer des professions de foi. Pour tous les 45 millions d'euros, c'est le remboursement qui a été fait à l'ensemble des candidats de premier ou de second tour. Ségolène Royal avait 20 millions, à peu près 20 millions d'euros. Voilà, et elle avait été remboursée de 10,7 millions d'euros. Donc c'est pas là qu'on va faire des économies pour remplir les caisses de l'État ou combler le déficit de l'État. Non mais c'est un peu indécent en temps de crise, vous le reconnaissez? Nous, on est prêts à participer à cet effort-là, à condition qu'il soit partagé par tous et qu'il soit juste. Je veux dire, quand sur l'ISF, on fait 2 milliards de cadeaux aux plus aisés, ou qu'on vient de supprimer une taxe qui avait toute sa justice, la taxe sur l'hôtellerie de luxe pour taxer les nuitées de plus de 200 euros, bon bah là c'était 100 millions d'euros qu'on aurait pu faire rentrer dans les caisses de l'État. Là, ça sera 3 ou 4 millions d'euros économisés. On n'est pas contre, simplement on aurait aimé que ça s'applique aussi, je dirais, au train de vie de Matignon et de l'Élysée, parce qu'on n'en parle pas de ça. Les socialistes ont saisi la commission des comptes de campagne sur les déplacements de Nicolas Sarkozy. Il n'est pas candidat, donc ce ne sont pas des déplacements de campagne. Oui, mais ce que nous disons, c'est que les comptes de campagne seront déposés après la campagne des présidentielles, 2 mois au maximum après. Nous vérifierons à ce moment-là quelles ont été les dépenses qui auront été imputées à ce compte de campagne pour Nicolas Sarkozy. Simplement, ce que nous disons, c'est que tant qu'il est dans sa fonction de président de la République, pas de problème, il n'est pas candidat. Mais quand il transforme ses réunions sur le terrain en réunions publiques, en tribune de l'UMP, pour attaquer les socialistes, quand il mobilise des militants de l'UMP par quarts entiers, quand il sera ça c'est candidat. les deniers publics de l'État. Oui, alors même avant, ces dépenses pourront être imputées à son compte de campagne. Et les débats des primaires, c'est ce que dit la Commission nationale des comptes de campagne. Oui, mais les débats des primaires ont coûté entre 150 000 et 250 000 euros par débat aux chaînes publiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Une partie des dépenses des primaires vont être imputées sur le compte de campagne de François Hollande. Ça, c'était des règles qui ont été définies. Des débats des primaires dès avril. Non, des réunions publiques, l'ouvrage qu'il a fait pendant les primaires, un certain nombre de déclarations qu'il a pu faire de candidatures, de meetings, de matériel, et ça va représenter plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc nous, bien évidemment, nous allons imputer ces dépenses-là. Par contre, nous allons dire à la Commission nationale des comptes de campagne, toutes les semaines, quand nous observerons qu'une réunion du président de la République est transformée en meeting électoral, nous ferons nos observations et j'espère bien qu'un certain nombre de ces dépenses-là seront réimputées au compte de Nicolas Sarkozy au bout du compte. Alors, un petit mot maintenant des partenaires sociaux. Ils seront reçus à l'Élysée le 18 janvier pour un sommet sur l'emploi autour du chef de l'État. Ils tenteront de trouver des solutions à la forte hausse du chômage alors que le Crédit Agricole devrait supprimer 2350 emplois, dont 850 en France, selon Force ouvrière. On passe au rapport Perruchot, rejeté par la commission d'enquête parlementaire. Il est définitivement enterré. Il faudra attendre quelques années pour que les recherches et les auditions sur le financement des organisations syndicales et patronales soient rendues publiques. Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, l'a confirmé ce matin sur le plateau de la matinale de Canal+. Il n'y a pas de rapport. Lorsque un rapport n'est pas voté, c'est un peu comme les délibérations d'un jury devant une affaire de justice, une affaire pénale. Et il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas de rapport. Donc il ne peut pas être publié. Donc, justement, je voudrais insister sur le fait que le président du groupe socialiste me dit « je veux qu'on publie le rapport ». Ce sont ses propres députés qui, en votant contre, ont fait qu'il n'y a pas de rapport et que rien ne peut être publié. Est-ce qu'il sera publié un jour? Ceci est maintenant, et depuis que cela a été voté, aux archives de l'Assemblée nationale, sous scellé, et ce sera consultable dans 25 ans. Régis Juanico, vous étiez membre de cette commission. Est-ce que vous avez voté ce rapport? Non, j'ai voté contre, mais pas contre la publication du rapport. Nous demandons la publication du rapport. Il n'y a rien à cacher dans ce rapport sur les organisations syndicales salariées et employeurs. Mais nous avons voté contre le contenu des propositions de M. Perruchot. Pourquoi avez-vous voté contre s'il dénonce le financement peu transparent de certaines organisations? Pas du tout. Les 30 propositions que faisait M. Perruchot, les 90% étaient des propositions pour, je dirais, embêter les organisations syndicales salariées, et il n'y avait quasiment rien sur les organisations employeurs. Donc nous avons dit que c'est un rapport déséquilibré, qui est incomplet, il faut poursuivre
nos travaux pour que les propositions soient équitables et justement réparties entre syndicats salariés et syndicats employeurs. Donc c'est sur le fond que nous avons voté contre. Mais le rapport... Mais Laurence Parisot a demandé également la publication de ce rapport. Pourquoi le rapport n'a pas été publié? Parce que je pense qu'on a un règlement qui ne fonctionne pas bien. On devrait avoir 2 votes dans ces commissions d'enquête-là. Un vote des membres de la commission pour dire est-ce qu'on autorise ou pas la publication, et un vote sur le fond, sur le contenu, pour ou contre. Et ça, c'est dommage parce qu'on mélange les deux. Du coup, c'est pas le vote des 3 membres de la commission d'enquête socialiste qui ont fait échouer la publication, c'est l'abstention des membres UMP, puisque la présidence de la commission était UMP, c'était M. Richard Malier, et le rapporteur était Nouveau Centre, c'était M. Perruchot. Donc ne faisons pas porter la responsabilité de la non-publication de ce rapport aux socialistes. Il y aura une proposition de loi centriste sur le sujet. Est-ce que vous y serez favorable? Il y a très peu de chances quand même qu'une proposition de loi, nous sommes mi-décembre, du Nouveau Centre soit inscrit au calendrier parlementaire. Elle est prévue le 26 janvier. Oui, franchement, c'est pas dans ces conditions-là, de façon précipitée, qu'on peut bien légiférer. Cette commission d'enquête, dès le début, elle n'a pas voulu faire la transparence. Les auditions n'étaient pas ouvertes à la presse. Elles n'étaient pas publiques. Les comptes rendus d'audition n'ont pas été publiés, alors que nous avons fait une 50aine d'auditions. Donc franchement, je pense que ceux qui ont organisé cette commission d'enquête se sont pris les pieds dans le tapis, mais il ne faut pas aujourd'hui montrer du doigt ou stigmatiser aujourd'hui les organisations syndicales, parce qu'aujourd'hui, franchement, il n'y a rien à redire sur les conditions de transparence, de financement de ces syndicats-là. Voilà. Merci Régis Juanico, député socialiste de la Loire et trésorier du Parti socialiste. À droite, le secrétaire général de l'UMP est revenu ce matin lors de son point presse sur le cas Rachida Dati. La maire du 7e ne décolère pas sur ce qu'elle appelle le parachutage du Premier ministre. Plusieurs responsables du parti, dont Jean-François Copé, ont confirmé l'investiture de François Fillon dans la 2e circonscription parisienne. Écoutez Jean-François Copé. Bien sûr que ces propos sont excessifs, évidemment, et que nous sommes d'abord là pour rassembler notre famille politique. Ça n'est certainement pas l'exclusion qui est la forme la plus adaptée à notre état d'esprit, à notre gouvernance, à l'UMP. On n'exclut pas les gens pour les propos qu'ils tiennent, encore une fois, je le répète, aussi excessifs soient-ils. Bien sûr des propos de Rachida Dati. Renaud Donnedieu de Vabre s'est présenté devant les juges chargés de l'enquête sur un éventuel financement politique illicite de la campagne d'Édouard Balladur en 1995. Financement illicite via des rétrocommissions présumées liées à des contrats d'armement. Hier, l'ancien ministre, qui était à l'époque conseiller spécial du ministre de la Défense, a été placé en garde à vue. Marie Labatte. En plaçant Renaud Donnedieu de Vabre en garde à vue, c'est l'ex-conseiller spécial de François Léotard, alors ministre de la Défense, que les juges Van Reinbeck et Le Loir visent. De 93 à 95, l'homme aurait été aux premières loges pour négocier 2 contrats d'armement suspects. Le contrat Sawari 2 et celui concernant la vente de sous-marins au Pakistan. Problème, des rétrocommissions auraient été mises en place et auraient servi pour financer une partie de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 95. Entendu comme simple témoin en novembre 2010, Renaud Donnedieu de Vabre nie alors tout rapport entre les 2 affaires. Il va même plus loin. Pour lui, il n'y aurait aucun lien entre ces contrats et la campagne d'Édouard Balladur. Pour Bernard Cazeneuve, avec cette garde à vue, c'est la justice qui progresse enfin. Lorsque la justice fait son travail, que l'on n'entrave pas le travail des juges, lorsque le parquet ne fait pas systématiquement appel des ordonnances par lesquelles les juges se proposent d'enquêter, la vérité progresse. Renaud Donnedieu de Vabre serait actuellement entendu par les 2 juges en charge du volet financier de l'affaire Karachi. À l'issue de cette audition, il devrait probablement être mis en examen. Le patron de PSA Peugeot Citroën a récemment annoncé un plan d'économie de 800 millions d'euros en 2012 avec des suppressions de postes à l'appui. Philippe Varin, qui s'attend à des pertes significatives au second semestre, a justifié ce matin son plan d'économie devant la commission des affaires économiques. Je vous propose de l'écouter. La volonté de déployer PSA sur les marchés mondiaux ne peut être en aucun cas interprétée comme une sorte de entre guillemets, complot en délocalisation qui serait ourdi par le groupe. Et je dirais bien au contraire. C'est un impératif vital pour la survie à moyen terme de PSA, c'est-à-dire pour la survie de son empreinte industrielle sur le territoire national.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre attention. Bonne suite de programmes sur LCP. Prochain journal de la rédaction ce soir 20h30 présenté par Maud Guillaumin.